vous avez vécu à la Duchère, vous m'avez expliqué, vous avez une histoire avec la Duchère, vous allez nous en parler avec le film. Il va nous parler de son film autour des femmes en politique, mais surtout, l'invité de ce soir, c'est pas moi, c'est Léa Chamboncel qui va nous parler de la place des femmes en politique, de la place des femmes dans la société, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà, je voudrais qu'on applaudisse à la fois le réalisateur, à la fois Léa, à la fois vous, habitants de la Duchère. Déjà, merci pour au club de football de la Duchère pour cette invitation. Merci aussi à Léa d'avoir proposé ce film. Alors, je précise qu'elle ne l'a pas vu encore, mais je pense que ce film devrait compléter son propos. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé. J'imagine bien, c'est pas totalement un hasard. Et puis merci surtout à vous d'être venus. Moi, je suis impressionné du nombre de personnes. Je suis impressionné aussi. Vous avez dit les jeunes en lyonnais. Moi, je dis les gognes, et chacun son truc, parce que je suis aussi lyonnais. Ah, mais on peut dire les deux. Donc, merci d'être là. Et, voilà. Juste un mot très rapidement sur ce film. J'ai tourné en 2019, et en fait, j'ai été le tourner à Stains, en Seine-Saint-Denis, c'est le département où j'habite depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, parce que dans cette commune, il y avait une volonté de la municipalité d'associer les habitants, les citoyens de cette commune, à la vie politique, pas seulement locale, mais également nationale, et pas seulement sous une forme de concertation plus ou moins menée, mais avec la réelle volonté que les habitants et les habitantes soient réellement acteurs et actrices de la vie politique, ce qui signifie pouvoir non seulement se rencontrer, mais également étudier les questions sur lesquelles on doit se prononcer, porter des avis, trouver les moyens d'expression, c'est-à-dire appliquer ce qu'on appelle en général les principes de l'éducation populaire. Le maire de Stains est un ancien éducateur, ça a beaucoup joué. Voilà. Donc ces principes de l'éducation populaire appliqués à la politique, je suis allé tourner dans cette commune pour voir comment cette municipalité s'y prenait là-dessus. J'ai filmé des jeunes, j'ai filmé des sportifs, c'est aussi avec les sportifs que ça se passe, avec les locataires, avec les propriétaires, mais aussi avec ce groupe de femmes. Et en juin 2019, quand je suis allé à la fête de la ville, j'ai rencontré le groupe que vous allez voir, et c'est le début du film, donc j'en dis pas plus, puis je vous laisse le découvrir. Merci en tout cas. Merci. Avant qu'on commence, Léa, qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce film ce soir? Bonsoir déjà à toutes et à tous, merci d'être parmi nous ce soir. Tu m'as dit il faut un film, je dis ah bon très bien, et bon, c'est un peu vague, hein, je me suis dit tant qu'à faire autant avoir un film en lien avec la thématique qu'on va aborder. Effectivement je ne l'ai pas vu, donc c'est pas du tout un choix biaisé pour le coup, hein, c'est une impartialité totale de ma part, je ne suis pas partiale, mais il se trouve qu'il y a une plateforme de documentaires que j'aime beaucoup qui s'appelle Tenk, T-E-N-K, qui est une plateforme de documentaires, de films indépendants essentiellement, qui sont disponibles du coup sur Internet, sur cette plateforme. Et puis, de manière assez automatique, presque naturelle, je me suis dit, s'il faut un film, je vais voir ce que eux, sur cette plateforme, proposent sur cette thématique. Et c'est là que j'ai découvert votre film, en tout cas le pitch, qui me semblait très intéressant. Et il y avait autre chose qui me semblait aussi intéressant, c'est qu'on parle de femmes en politique qui ne sont pas forcément ce qu'on imagine quand on parle de pouvoir et de politique. C'est-à-dire que moi, la démarche de mon livre, c'était aussi de donner la place et de la parole aussi aux personnes qu'on voit le moins, c'est-à-dire les femmes qui sont encore plus invisibilisées, et non pas forcément que la présidente de l'Assemblée nationale, la première ministre, les députés qu'on voit déjà beaucoup, et rappeler que la politique, c'est aussi être engagé au quotidien, dans son quartier, dans son arrondissement, et je crois que c'est aussi ce que propose votre film, et ce que vous montrez à l'image, et donc ça me semblait très important. Voilà. Vision du film qui fait que ce collectif est en train de refonctionner à nouveau, que ces femmes se retrouvent à nouveau au centre social Yamina Sethi, avec la perspective, comme dit l'une d'elles, comme dit Inde, à une séquence du film, de faire passer le flambeau à celles qui voudront bien le prendre. Et c'est vrai que quand ce film tourne dans les quartiers populaires,
ça crée de nombreuses discussions et de nombreuses réactions en disant mais nous on aimerait bien, enfin beaucoup de gens dans l'assistance disent bon, ce que vous avez fait vous les femmes de Stein c'est super, on aimerait bien faire pareil, on n'ose pas, moi, certaines disent moi, j'ai la niaque mais j'oserais pas, et c'est les femmes qui sont souvent présentes dans les débats disent mais nous aussi on pensait qu'on pourrait pas le faire puis on l'a fait, donc si on a pu le faire, vous pouvez le faire, alors avec un certain nombre, c'est vrai, de conditions. Là, elles ont été accompagnées par une équipe du centre social, par une municipalité qui a donné les moyens aussi que de rencontres d'accompagnants et d'accompagnantes, enfin, sociologues, historiennes, metteuses en scène, etc. Mais en tout cas, c'est possible. C'est possible à la Duchère. Voilà. Et sur oui, voilà, c'est ce que la deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'elles ont été entendues? Alors souvent dans les débats qui suivent les projections, il y a cette question qu'est-ce qu'elles ont obtenu finalement? Et malheureusement, voilà, vous connaissez comme nous tous la situation de l'éducation nationale, les moyens, etc. On peut pas dire que les choses ont beaucoup changé et il suffit pas d'une intervention, d'une action. En même temps, s'il n'y a pas ces interventions et ces actions, on peut déjà se dire que ça pourrait être pire. Et puis finalement, il y a quand même des choses qui se gagnent. Mais voilà, c'est un long combat qui n'a pas d'aujourd'hui et qui n'a pas fini. Mais juste ce que je voudrais dire, elles disent aussi que ce qu'elles ont gagné en revanche, c'est la confiance en elles et c'est le sentiment de la légitimité à pouvoir parler, parce que ça n'est pas parce qu'on n'a pas de responsabilité, qu'on n'a pas fait des études, ce n'est pas parce que on n'est pas élu, ou ce n'est pas parce que on n'a pas soi-disant une culture ou un investissement politique qu'on n'a rien à dire. Elles disent, nous, voilà, ce qui a été mis en avant, c'est notre légitimité à s'exprimer sur des questions où après tout, on a une expertise, nous sommes mères, nous sommes femmes, nous sommes mères de famille, et donc les questions de l'éducation, on a une certaine expérience de ces questions, donc nous sommes légitimes sur ces questions, et elles ont appris à le dire, et le dire haut et fort sur scène. Donc ça, elles ont gagné là-dessus. Je vais reprendre une deuxième question, et puis on aura bien sûr l'occasion d'échanger également avec le réalisateur, avec Monsieur Bouy, lors du pot. Effectivement, je voulais aussi saluer, nous avons le visage de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a rejoint. Merci d'être venu à toi. Merci beaucoup. Vous vouliez parler, c'est ça? C'est bon. Merci beaucoup pour votre film. J'ai vraiment trouvé très touchant et je voulais vraiment partager mon impression sur le fait que on ressent vraiment cette idée que voilà, souvent les gens pensent que l'égalité est déjà là, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'elle va arriver. Et là, on voit vraiment que c'est un combat du quotidien à travers ce que vous avez pu nous montrer. On voit vraiment aussi que c'est aussi un vrai message d'espoir, je trouve, que vous nous avez apporté, dans le sens où ils n'ont pas gagné tout là-haut, les individus sont pas divisés, sont pas isolés, et on voit vraiment ce collectif qui naît, qui porte vraiment une énergie et un espoir. Et ça m'a fait aussi, dans la réflexion, voilà, dans les établissements, c'est vrai qu'avec les élèves, parfois, ils ont conscience de ces discriminations. Quand on leur parle des discriminations, des violences dans la société, ils en ont conscience. Et on est aussi parfois démunis, parce que ils nous disent oui, mais en fait, il y a des discriminations, je suis pas pris en stage, effectivement. Oui, mais de toute façon, il y a du racisme, mais c'est pas pris par la police, etc. Et on se trouve démunis dans le sens où qu'est-ce qu'on peut répondre vu qu'ils sont pas protégés, vu qu'il n'y a pas, au final, la loi n'est pas appliquée. Et voilà. Merci pour votre film. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je voulais préciser donc que vous étiez effectivement enseignante aussi au collège Schœlcher, qui est le collège de la Duchère, pour recontextualiser en plus. Juste très court, effectivement, déjà merci. Et puis pour vous dire que d'abord, certaines d'entre elles ont continué, même pendant le Covid, enfin, surtout après, puisqu'elles ont continué à travers les associations de parents d'élèves, à travers d'autres associations, mais également l'une d'entre elles est devenue conseillère municipale adjointe à la mairie de Stein. Donc c'est aussi, elles ont fait aussi le lien entre la politique dite institutionnelle et la politique en général, se préoccuper de la ville, enfin, de la collectivité. Donc c'est aussi ce qu'elles ont gagné, c'est d'avoir quand même une autre notion, une autre vision de la politique. Et puis dernière chose, juste une anecdote, quand on a fait la projection
Stein, donc dans le lieu où ça a été tourné, où elles habitent, plusieurs enfants de ces femmes, des plus petits et certains ados, ont voulu parler en réaction dans le débat. Et ça nous a beaucoup touché. Les plus petits disant je suis très fier de ma mère, je lui promets que je serai venu te voir. Je suis encore ému parce que j'ai encore l'image en tête. Et puis un adolescent disant voilà, bah ça c'est de la citoyenneté. C'est le fils de Hind qui a 16 ans, enfin, et qui s'est levé face à ça, a dit bah voilà, je suis fier de ma mère parce que c'est une citoyenne. Voilà, ils ont gagné ça. Merci beaucoup, merci infiniment. Vous dire aussi, Madame la professeure, que c'est aussi une des missions que nous a fixé Jean-Christophe Vincent au niveau du club, c'est-à-dire aussi aider les jeunes à trouver des stages de troisième, aussi aider les jeunes à s'insérer dans le métier de l'emploi. On a Romain Jiménez, je ne l'ai pas vu, mais qui est très actif au club, qui anime un formidable forum qui s'appelle Ton métier, c'est ton but, et qui le fait avec talent, qui va, on espère, avoir un gros succès cette année. On n'imagine pas d'ailleurs qu'il n'en est pas. Voilà, là on va arriver effectivement à notre invité. On s'était dit que c'était quelque chose d'intéressant pour notre club et puis pour les habitants de la Duchère, parce qu'on a cette démarche-là de l'empowerment féminin. On s'était dit aussi qu'elle expliquait ça avec talent, avec profondeur, mais également avec pédagogie. Et ça, c'est extrêmement important, que c'était quelqu'un qui pouvait s'adresser avec talent au plus grand nombre, et c'est ça qui nous a plu. C'est pour ça qu'on l'a sollicité et qu'on la remercie encore une fois d'être venue nous voir, parce que c'est bien. Puis en plus, elle a des racines lyonnaises. Il y a sa maman dans la salle, que je salue. Bon travail, la maman, bravo. Et puis voilà, donc il y a ces choses-là, voilà, qui nous ont intéressés. Il y a aussi le côté où c'est quelqu'un qui est touche à tout, qui a travaillé au Rwanda, qui a travaillé au Cambodge, qui a travaillé dans beaucoup d'endroits, donc elle a été confrontée à beaucoup d'altérité dans les questions dans lesquelles on peut retrouver le pouvoir, dans lesquelles on peut retrouver aussi la place des femmes. Mais je vais éviter de faire du mansplaining, je vais la laisser parler d'elle-même toute seule. Merci à elle. Mais par contre, c'est bien parce que dans le film, l'image des journalistes est vraiment... Oui, alors il va falloir que j'aille leur faire un petit coucou à ces dames pour leur dire que tous les journalistes ne sont pas comme ça. Ceci dit, la vision qu'elles ont des médias est quand même assez parlante et assez juste. On peut pas les contredire là-dessus. Merci beaucoup, merci Romain d'avoir introduit. Du coup, je sais pas ce qu'il faut faire si on doit s'asseoir là. Ah, on est en train de prendre un verre au bistrot. Mais je peux aussi. Non, mais je peux rester debout. Moi, ça me va. De toute façon, j'allais te laisser parler tranquille. C'est aussi possible. Et puis après, on aura un échange de questions. Je ne voulais pas remettre en question votre mise en scène quand même. Donc, on fait cette mise en scène au cas où les gens veulent s'asseoir. Okay. Là, ce que je te propose, c'est de te laisser parler seul. Voilà. Puis je vais revenir si vous avez des questions. Super. Pour le passage de questions. Est-ce que ça vous va, vous? Ok, super. Merci. Merci beaucoup d'avoir introduit cette intervention, qui est donc la mienne du coup. Effectivement, tu as précisé qu'il y avait ma maman dans la salle. J'ai aussi deux très bonnes amies d'enfance qui ont fait le trajet depuis l'Ardèche. Est-ce que ça va? Oui. Bien, tant mieux. Alors, j'ai choisi un thème particulier ce soir. Donc je ne vais pas me présenter parce que ça a déjà été fait. J'ai effectivement choisi de parler de féminisme et politique, au lieu de parler des femmes en politique. Vous allez vous dire pourquoi? Déjà parce que j'ai déjà écrit un bouquin dessus et ça va. Je commence à en avoir un peu marre de parler toujours du même truc. Je plaisante, je peux en parler encore, bien sûr. D'ailleurs, je vous invite à acheter le livre si vous le souhaitez. Il y a la librairie des Citres d'Écully qui est là-bas, qui se disent qu'ils sont quand même pas venus pour rien. Si vous pouvez au moins acheter 1 ou 2 poches, voilà, pour caler votre lit ou la porte, c'est très pratique. Donc non, pourquoi parler de féminisme et de politique au-delà du fait que ce sont mes deux passions qui m'animent quand même au quotidien, la politique et le féminisme, mais aussi parce que on est dans une époque, ça ne vous aura certainement pas échappé, où la politique est considérée comme quelque chose d'excessivement violent, comme quelque chose de très excluant, quelque chose où on n'a pas envie d'aller, surtout lorsqu'on est une femme ou lorsqu'on est socialement dominé de manière générale. Et votre film prouve un peu le contraire. Ce film, en fait, c'est vraiment ce que moi je considère comme être la plus belle chose qu'on puisse faire en politique, c'est-à-dire de se réunir ensemble et de décider dans quel monde on veut vivre et quel combat on veut porter pour améliorer les choses. Et pourquoi j'ai choisi du coup de dire féminisme et politique? Parce que j'ai le sentiment que le féminisme est quelque chose qui peut donner cette impulsion en politique, qui peut nous faire dire, alors oui, il est possible d'avoir un regard sur la politique qui est différent,
il est possible de s'extraire de cet imaginaire collectif, et d'ailleurs elles en parlent à la fin du film en citant notamment Jacques Rancière, qui est un très grand philosophe à mon sens. J'étais très touchée de voir que on en parlait aussi dans le documentaire, qui parle de cette notion de domination, et il est vrai qu'on a cette tendance quasi automatique, en tout cas en France et ailleurs, hein, c'est assez valable pour ailleurs, de faire l'association entre pouvoir et domination. Un peu comme si, lorsqu'on voulait avoir du pouvoir, alors que le terme pouvoir finalement c'est de pouvoir faire des choses, domination, et donc on considère aujourd'hui que si on n'est pas là pour écraser les autres afin de faire, comment dire, en sorte que nos idées, que notre projet, que notre programme soient accepté, ça ne fonctionne pas. Et je vais faire un peu de politique quand même, parce que voilà, on se refait pas. La séquence politique dans laquelle nous sommes actuellement est assez symptomatique à cet égard, parce qu'on a un président de la République qui nous dit c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà, comme si on avait finalement, à travers cette fiction démocratique qui est celle du vote, je dis une fiction démocratique dans le sens où on est en train, à travers la démocratie représentative, de transférer une partie de notre pouvoir en tant que citoyennes et citoyens à des représentants et représentantes. Donc pour moi c'est une fiction en fait, en quelque sorte. À travers cette fiction-là, en fait, on nous dit, à partir du moment où vous nous avez élus, on peut faire ce qu'on veut, en quelque sorte, qu'on soit bien ou mal élu, pardon. Et ça, c'est assez grave, en fait, parce que on retrouve effectivement cette notion de domination en disant c'est moi qui décide, c'est comme ça, et voilà. Et tout ce qui fait la beauté de la politique et du vivre ensemble est totalement écarté par cette espèce d'acte d'autorité d'une seule personne, par ailleurs. Donc c'est gravissime. Le féminisme, en tant que projet politique, et c'est aussi ça qu'il faut, je pense, déconstruire dans certains imaginaires, parce que on voit aujourd'hui, et c'est à juste titre d'ailleurs que certaines personnes font cette remarque, ou peuvent considérer que le féminisme correspond à ça. Déjà, c'est très difficile. Personne n'est vraiment en capacité de dire c'est quoi le féminisme. Il y en a qui vont dire c'est promouvoir les droits des femmes. Peut-être. Il y en a qui vont dire c'est que les femmes dominent. Peut-être. Il y en a qui vont dire c'est pour l'égalité parfaite. Peut-être. Mais on peut avoir aussi une définition du féminisme qui soit davantage politique et qui sorte de cette notion de uniquement être un outil de revendication qui peut parfois d'ailleurs être utilisé comme un outil de revendication individuelle et d'émancipation individuelle. Et c'est là où on tombe en tout cas, à mon sens, dans une espèce de creux et où on s'enferme un peu dans une erreur qui est d'imaginer que le féminisme peut servir qu'à titre individuel et que la politique aussi peut servir qu'à titre individuel. C'est pour ça que je vous montre un peu qu'il y a beaucoup de liens en fait entre ces deux termes et que pour moi ce sont des termes très forts, lourds de sens, mais aussi des termes qui sont en capacité de nous projeter dans quelque chose de positif à condition qu'on en tire le meilleur. Le féminisme, si on considère que c'est un projet politique, et ça l'est, tout le monde dit, bon oui, bien sûr que le féminisme c'est politique, il y en a même qui disent que la politique c'est évidemment féministe, parce qu'on a une première ministre, donc bon, voilà, le problème est réglé, non, c'est loin d'être réglé, ça on l'aura compris. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est, si on part du principe que le féminisme est un projet politique, de nature notamment, et c'est son but premier, disons, à éradiquer l'oppression sexiste, et de fait sexué. On peut imaginer que finalement le féminisme pourrait être le point de départ de ce qui pourrait nous permettre d'éradiquer toutes les formes d'oppression, de domination et d'exploitation. En ce sens, c'est un terme qui est un mot valise, comme certains et certaines pourraient le décrire, qui peut constituer un véritable projet en soi, très inclusif, et qui, au demeurant, peut aussi déboucher sur des formes d'action différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt basées sur des méthodes de domination et d'une forme de faire de la politique, d'exercer le pouvoir qui est très excluante.
Quand on dit ça, il faut revenir sur pourquoi la politique est considérée aujourd'hui comme étant, d'une part, un territoire assez hostile pour les femmes et toutes personnes socialement dominées. Donc je pense bien sûr aux personnes racisées, aux minorités de genre, aux personnes en situation de handicap, etc., etc. Enfin, tout ce qui n'est pas en gros un homme blanc de plus de 60 ans, bourgeois, qui plus est, puisque c'est un peu ce à quoi ressemble notre classe politique. En tout cas, elle est dominée par ce profil sociologique, et ça, il suffit de regarder l'Assemblée nationale pour s'en rendre compte, bien que effectivement les choses changent, mais quand même pas très vite, hein, il faut l'admettre. Donc si on réfléchit à ça et on se dit comment ça se fait que le pouvoir politique est basé sur cette violence, sur cette façon de dominer et d'exclure les personnes, les considérer en tout cas sociologiquement et socialement comme étant les plus faibles. Eh bien la raison qu'on peut invoquer, c'est le fait que les rapports de pouvoir, l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir, au tout début, admettons, sont des choses qui sont façonnées par les hommes et pour les hommes. Et pas forcément les meilleurs. Je m'explique. Très souvent, on voit encore que ceux qui réussissent, et je fais exprès de dire ceux et non pas celles, mais parfois celles aussi, sont celles et ceux qui adoptent des codes virilistes de l'exercice du pouvoir. Une façon très virile d'exercer le pouvoir. Et de fait, on se rend compte que si on a une méthode qui n'est pas... qui est profondément virile, il va falloir qu'on bombe le torse, il va falloir qu'on parle plus fort que les autres, il va falloir qu'on s'impose, parce qu'il faut quand même imposer notre virilité. Et la politique, en fait, c'est vraiment un secteur qui est dominé par ces codes. Donc lorsque, outre le fait aussi qu'il y a d'autres difficultés qui s'imposent aux femmes lorsqu'elles décident de faire de la politique, mais lorsque, en tout cas une femme décide de faire de la politique, très souvent c'est ce qu'elle va vite constater, c'est qu'elle arrive dans une enceinte qui a été construite par les hommes et pour les hommes, et qui du coup de fait est dominée par des codes virilistes, et souvent sexistes, machistes et tout ce qui va avec. Donc il est assez important, si à un moment donné on veut se poser la question de savoir est-ce que le modèle sur lequel notre démocratie repose aujourd'hui est de nature à nous projeter dans un futur désirable, parce que c'est un peu ça la politique aussi, c'est savoir où veut-on aller toutes et tous ensemble. Est-ce que ce schéma-là, cette méthode fonctionne-t-elle ou pas? Moi j'ai le sentiment qu'elle ne fonctionne pas très bien et que notre système démocratique est un peu à bout de souffle. Et l'avantage de ce type de situation, c'est que, alors certes on va droit dans le mur, et c'est un peu inquiétant, voire très flippant pour certains jours. Néanmoins, c'est aussi le moment de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'aller droit dans le mur? Alors soit on peut y aller, on se met en mode pilote automatique et on fonce, mais c'est quand même pas très réjouissant comme perspective. Soit on se dit, on change de méthode en fait, et on essaie de réfléchir à quelque chose d'autre. Et changer de méthode, ça veut dire changer de méthode de manière radicale. Alors tout le monde va être là, oh mon Dieu, radical, j'ai peur, Sandrine Rousseau, elle va me dire d'arrêter de manger de la viande et tout. Alors oui, effectivement, ça passe aussi par là, entre autres. Radical, ça veut dire revoir les choses à la racine, en fait, à leur base. Donc quand je dis qu'il faut éventuellement réfléchir à un changement radical, c'est-à-dire revenir sur la structure même de notre société, revenir sur les structures mêmes de ce qu'on fait en politique aujourd'hui, qui n'a pas fait ses preuves en fait, à mon sens. Donc comment réfléchir à d'autres façons de faire société ensemble et aussi de faire de la politique. Il y a plusieurs pistes, et on n'est pas les premiers, les premières à essayer d'y réfléchir, hein. Il y en a plein qui ont réfléchi à plein de choses. Les socialistes, pas ceux de Lyon, je le plaisante, les socialistes, on les embrasse bien sûr.
On les embrasse bien sûr. Fais gaffe, il y en a vraiment beaucoup dans la salle. Oui, bah, je sais, c'est pour ça que je faisais la petite vanne. Et ils m'en vaudront pas d'ailleurs. Non, le socialisme du 19e siècle, avec les barbes et tout, qui réfléchissaient dans leur grotte à comment améliorer la société, ils y ont réfléchi évidemment, et il y a des choses qu'on a pu mettre en place et qu'on continue aussi d'ailleurs à mettre en place sur la base des réflexions des socialistes utopistes, je pense à Fourier, etc., Saint-Simon, enfin bon bref, il y a plein de choses qui ont été écrites, de choses qui ont été réfléchies et qui ensuite ont été testées un peu à droite, à gauche, enfin plutôt à gauche du coup, mais souvent au niveau local, bien sûr. Voilà, donc je pense qu'on est dans une période où on peut se permettre d'essayer de réfléchir différemment et peut-être d'essayer de se projeter ensemble dans un avenir un peu plus désirable, que ce soit pour nous, pour la planète et pour celles et ceux qui vont venir, qui nous entourent, et concevoir un autre rapport aux autres aussi, qui est assez important. Et donc dans toutes ces réflexions que je mène en dehors de mes activités sur Twitter, parce que je passe beaucoup de temps sur Twitter, pour celles et ceux qui me connaissent, comme si j'avais que ça à foutre, on se demande. Mais non, mais il y a beaucoup de choses intéressantes sur Twitter en fait. Voilà, bref. Je réfléchis à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éventuellement faire en sorte d'imaginer quelque chose de différent, où chacune pourrait éventuellement avoir sa place en fait dans la politique et sortir de cette fiction dont je parlais tout à l'heure de la démocratie représentative, qui est bon. Voilà. On en pense ce qu'on en pense, qui, à mon avis, mérite d'être légèrement repensé. Voilà. Et donc le féminisme peut éventuellement être une piste de réflexion sur comment on fait, enfin, je précise d'ailleurs, et c'est assez intéressant d'ailleurs dans le documentaire, elles en parlent un peu, à condition que cette vision du féminisme soit bien entendu une vision intersectionnelle, à savoir la capacité aussi pour les féministes qui regardent les rapports de domination, d'avoir cette capacité de penser en dehors des notions de genre, mais aussi de penser des notions de classe, des notions de race, des notions d'éducation, aussi de parcours, et d'être capable de vraiment comprendre la jonction de toutes les discriminations pour essayer effectivement de les dépasser. Beaucoup disent que le féminisme n'est pas en capacité de faire ça, donc il y a d'ailleurs des gens qui disent qu'il y a plusieurs types de féminisme, et c'est potentiellement vrai. Moi, je pars du principe que si on a une approche qui est celle qu'on appelle intersectionnelle, on peut être en capacité de vraiment avoir un regard suffisamment global, de sorte à vraiment comprendre les discriminations qui sont propres à chacune et à chacun. Et d'essayer d'avancer ensemble vers cette espèce d'idéal républicain qui est beaucoup mis à mal aujourd'hui. On l'a vu dans le documentaire d'ailleurs. Je pense que ça, c'est très important. Effectivement, le documentaire nous montre que là, l'échec de l'idéal républicain, qui est finalement un idéal qui fonctionne pour certains et pas d'autres. Donc voilà, il y a aussi l'importance de repenser ces questions d'universalisme républicain qui sont un dogme en France, à mon sens, et qu'on n'a pas le droit de toucher. Voilà, il y a certains trucs comme ça où on n'a pas le droit d'en parler. Il est peut-être important de se poser la question de savoir est-ce que ce modèle qui finalement laisse quand même une bonne partie de la population au bord de la route. Tout le monde n'est pas rentré encore dans le wagon, et beaucoup n'arrivent pas à raccrocher le wagon. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de questionner ça et de réfléchir à des objectifs qui soient plus performatifs en tout cas et plus efficaces lorsqu'il s'agit d'aboutir à une véritable égalité des chances et donc de fait une égalité des conditions pour chacun et chacune. Voilà, je crois que j'ai fait ce que je peux considérer comme étant une longue introduction. Il y en a quelques-uns qui pioncent, c'est cool. Parfait. On va vous réveiller. Réveillez-vous. Est-ce qu'il y a des questions pour continuer peut-être la discussion ? Ça, je voulais juste planter le décor avant d'ouvrir un peu à la discussion avec vous. On va prendre quelques questions. Juste un truc, c'est Saint-Simon et Fourier, en fait, dans le socialisme lyonnais, c'est important parce que grâce à Saint-Simon et à Fourier, en fait, les Lyonnais ont inventé la première mutuelle de l'histoire.
et la première économie, la première épicerie sociale de l'histoire. Donc Fourier, Saint-Simon et le socialisme lyonnais, c'est une très longue histoire d'amour, avec donc quand même les mutuelles et quand même les premières épiceries sociales. Est-ce qu'il y a des gens, après cette histoire un peu ancienne, qui veulent parler de choses peut-être plus actuelles que celles que je viens de dire? Peut-être des questions, des choses que vous n'avez pas compris, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, des choses... Alors déjà, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question à côté sur quelque chose qui nous semble parfois évident à nous qui nous intéressons aux sciences politiques, c'est quoi l'intersectionnalité? Il y a une dame qui m'a dit c'est quoi l'intersectionnalité? L'intersectionnalité, c'est un terme qui a été inventé par une chercheuse américaine, afroféministe, enfin... Oui, c'est ça, afroféministe, effectivement, dans les années fin 70, si je dis pas de bêtises. Il y a des étudiants sociaux ici qui peuvent m'aider, puis qui peuvent me baquer au cas où si je dis des bêtises, qui en fait a proposé une nouvelle lecture des discriminations en essayant d'inclure effectivement tous les types de discrimination qui peuvent concerner une seule personne. À savoir, lorsqu'on est une femme blanche bourgeoise, on est discriminé parce qu'on est une femme, néanmoins, niveau classe, ça se passe bien, et puis on n'a pas de problème de racisme, clairement. En revanche, lorsqu'on est une jeune femme racisée, là, ben, on a... En plus des discriminations qu'on peut subir sur la base de notre genre, on subit aussi des discriminations qui sont sur la base du fait qu'on est racisé. Donc voilà, c'est aussi ça en fait, c'est ça le terme intersectionnel, et d'ailleurs le terme a été inventé en imaginant vraiment un endroit où il y a une espèce de section en fait où tout se recoupe, et donc intersectionnel puisque justement ça fait référence à différents types de discrimination et que c'est souvent nécessaire pour pouvoir répondre aux difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes et pas d'autres. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, des remarques? Voilà, monsieur au fond. Et bonsoir. Je viens de lire une information, enfin un message sur un magazine qui dit que le féminisme est mis à mal en ce moment, un peu de partout dans le monde. Il faut voir la façon dont l'avortement a été quasiment interdit aux États-Unis. Il y a ce qu'ils appellent, comment ça s'appelle, un backlash, voilà, qui fait comme un espèce de retour de bâton par rapport au féminisme et qui, à mon avis, est en train de contrecarrer ce grand mouvement qui a eu lieu après MeToo et qui avait permis quand même aux femmes de reprendre un peu du poil de la bête, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, déjà, c'est un constat. Hein. C'est clair que il y a. Il y a un recul sur les droits des femmes, pas sur le féminisme. Le féminisme est de plus en plus structuré. Le féminisme est de plus en plus actif. On le voit, hein, d'ailleurs, très souvent à chaque mouvement social important, et la réforme des retraites aide notamment là-dessus. Il y a une structuration du mouvement qui se fait de manière vraiment totalement organique, et ça amène des choses très positives. Donc le féminisme est loin d'être en recul. En revanche, les droits des femmes à travers le monde et des minorités de genre, effectivement, le sont. Notamment sur la question de l'avortement, qui est quelque chose que l'on considérait comme étant plus ou moins acquis dans nos démocraties occidentales depuis les années 70-80, et on se rend compte que finalement il y a une menace qui est très très forte. Parce que très souvent, et c'est valable dans d'autres domaines évidemment, lorsque on arrive à travers des combats qui peuvent durer bien entendu des décennies, voire des siècles, à obtenir un certain nombre de droits, il y a en face une réaction qui s'organise. On le voit, d'ailleurs ça a été le cas lorsque la loi Taubira a été adoptée à l'Assemblée nationale, le mariage pour toutes et tous. On a vu que les réactionnaires étaient bel et bien présents,
et qu'ils pouvaient s'organiser pour essayer de protester, en tout cas, ils n'ont pas réussi, heureusement, contre cette loi. Donc à chaque fois qu'il y a des avancées pour les plus dominés socialement, disons, il y a une résistance qui s'organise. Donc là, ce que vous êtes en train de décrire est à mon sens quelque chose d'assez visible et assez clair, et qui joue en fait aussi sur le fait qu'il y a une forme d'institutionnalisation des réacs, en quelque sorte, si je peux le dire comme ça. On a vu récemment dans des grands pays où on ne s'attendait pas vraiment à avoir ce type, alors appelez-les comme vous voulez, hein, populiste, réac, bref, voilà, extrême droite et compagnie, mais je pense bien entendu à Donald Trump, je pense à Bolsonaro au Brésil, Viktor Orban, bref, j'en passe, hein, mais il y en a quand même un paquet qu'on pourrait citer, Giorgia Meloni en Italie aussi. Il y a cette institutionnalisation qui est vraiment très inquiétante, d'une forme réactionnaire assez violente au sein de la société, qui devient en fait... on se rend compte que leur structuration, ils ne sont pas juste là sur les réseaux sociaux à faire chier, ils sont aussi là à faire du lobbying auprès des parlementaires pour faire passer leurs propositions abjectes. Ils sont aussi là pour attendre des députés, des militants, des militantes qui sont en train de faire une conférence pour essayer de leur péter la gueule à l'issue. Ils sont en train de défiler avec des croix gammées en plein Paris. Et en plus de ça, ils sont aujourd'hui présents dans nos parlements. Donc il y a, je pense aussi, un lien avec la montée de l'extrême droite, qui est une réalité et une menace, la pire des menaces pour nos droits et libertés fondamentales. Ça répond peut-être. Ça répond ? Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Madame ? Alors moi j'ai une question tout à l'heure. Merci. J'ai une question tout à l'heure. Vous évoquiez que le milieu politique était plutôt un milieu viriliste. C'est vrai qu'on observe des femmes qui peuvent adopter des comportements d'hommes. C'est un petit peu la définition, je dirais. Mais j'ai du mal à me... Enfin, en fait, j'ai un blocage où je me dis, c'est deux questions du coup qui s'en suivent. Les femmes, selon vous, devraient adopter des comportements entre guillemets de femmes, mais en même temps, cette vision est très binaire, c'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose de binaire, c'est-à-dire les femmes doivent avoir des codes genrés comme étant femmes et les hommes doivent avoir des codes comme étant genrés hommes. Oui, effectivement. Alors, c'est le risque de tomber dans l'essentialisation et de rentrer dans cette binarité qui est pas forcément très fidèle en fait à la réalité de chacune et chacun. Alors, il y a des hommes qui sont plus ou moins virils et il y a des femmes qui sont plus ou moins viriles. Il se trouve que la politique, étant ce qu'elle est, a tendance en fait à séduire en tout cas les personnes qui aiment ce type de rapport de force en quelque sorte. Donc il est vrai que, en tout cas, bon, les choses commencent à changer. D'ailleurs, le documentaire nous le montre bien, et tant mieux. Mais en tout cas, pendant un certain nombre de temps, enfin, il y avait quand même des députés qui se battaient en duel à l'épée. Quand même, c'est un peu viril. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un petit peu. Donc il y a de ça. Après, je pense que le problème, c'est pas femme-homme sur le fond, hein. C'est plus dégenrer en fait l'exercice du pouvoir et sortir de ces codes virilistes à tout prix. Ce qu'on constate, c'est que la présence de femmes dans des enceintes qui sont globalement dominées par les hommes, si par exemple vous avez 100 personnes, que sur ces 100 personnes vous avez 90 hommes et 10 femmes, très souvent, les femmes vont avoir une tendance à se comporter comme ces hommes-là. Si, pour le coup, ces hommes-là sont dans un environnement où les codes virilistes sont omniprésents et dominants, ils vont très naturellement, assez facilement les adopter. Et donc, les 10 femmes qui seront là pour, déjà, qu'on les embête pas trop et s'intégrer en quelque sorte au groupe, vont avoir une tendance assez naturelle à répéter en fait ces codes. Et donc, ce que l'on constate,
c'est que plus il y a une présence de femmes, en tout cas dans les instances politiques, moins elles sont obligées d'adopter ces codes virilistes. Donc il y a quand même une certaine façon, en tout cas, de casser ces codes-là, pas tant par le fait d'avoir des codes féminins ou non virils en quelque sorte, mais pour dégenrer l'exercice du pouvoir et surtout sortir de ces codes virils, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça répond tout à fait. Mais... Oui, mais il n'y a pas vraiment de solution plus concrète. Je veux dire, la présence des femmes... Si, la présence, effectivement, le fait... et au-delà de la présence des femmes, la présence de personnes qui ne font pas de la politique comme ça, en fait. Et ça implique notamment de renouveler régulièrement la classe politique avec des personnes qui ne font pas de la politique un métier. Parce que c'est ça aussi le problème, souvent. Et c'est là où les difficultés commencent à surgir, c'est quand la politique devient un métier. Il ne faudrait pas que ce soit un métier, il faut que ce soit un mandat et qu'on puisse le plus possible renouveler les instances politiques pour que le pouvoir ne soit plus considéré comme un objet de conquête aussi. Et ce qui pousse à la virilité et au fait d'imposer ces codes-là. J'ai Sandrine Runel qui voulait parler aussi, qui voulait parler un peu probablement de son expérience d'ailleurs de femme politique. Merci. Oui, avant toute chose, je voulais vous proposer de vous accompagner à Astin parce que si elles ont dans le reportage une image pas très réjouie, on va dire, des médias, elles ont une image tout aussi détestable des personnalités politiques, on va les appeler comme ça. Voilà, du coup, c'est vrai qu'on entend quand même bien dans le reportage l'image qu'elles ont des hommes et des femmes politiques. Alors, j'ose espérer plus peut-être des hommes, mais en tout cas, voilà, je crois qu'on pourra parler socialisme sur le trajet. Je pense qu'il n'y a pas Castin, malheureusement. Oui, malheureusement, il n'y a pas Castin, et c'est bien tout le problème aujourd'hui, enfin ces dernières années par ailleurs, sur la classe politique. Alors vous l'avez bien expliqué, hein, c'est vrai que tout ce qui a été fait jusqu'à présent et cette image de, je rajouterai médecin ou professeur universitaire à la liste de l'homme blanc de plus de 60 ans viril. Ça a été beaucoup ça, et c'est vrai que ça ne nous a pas aidé en tout cas à redonner en tout cas une image un peu louable de la classe politique, et ça n'a pas par ailleurs aidé aussi les hommes blancs à avoir aussi une facilité d'accès à des responsabilités politiques, parce que du coup on classe un peu tout le monde dans le même panier et c'est un peu difficile. Mais bref, du coup je voulais juste revenir sur la question de au-delà du féminisme, de la place des femmes dans la politique et dans les responsabilités politiques, puisque quand même ce qui est vrai sur l'arrivée de plus de femmes aux responsabilités politiques, c'est le regard, la perception sur les politiques publiques. Et du coup, ça change un peu, on se décale en fait de ce qui est la politique de manière beaucoup plus globale, mais sur la question de l'élaboration des politiques publiques et de comment on pense une politique publique. Et c'était beaucoup le cas dans l'éducation, dans les affaires sociales, parce qu'on disait que les femmes, enfin voilà, souvent, les ministres, les adjoints dans les villes, aux affaires sociales, à l'éducation étaient souvent des femmes. Ça reste le cas à Lyon, mais c'est très bien. Voilà, je pourrais vous expliquer pourquoi pendant des heures, je ne vais pas dire le contraire. Pour autant, quand on pense l'aménagement, quand on parle de l'urbanisme, le logement, ces questions-là, très personnellement, moi je trouve que le regard des femmes est différent de celui des hommes et qu'on a naturellement en tout cas cette capacité à se poser des questions que ne se posent pas les hommes. Alors peut-être qu'au fur et à mesure ils se la poseront et tant mieux, mais en tout cas sur la question de l'espace public, sur la question de la sécurisation, sur la question des cheminements, sur la question notamment des aires de jeu, sur tout un tas de choses comme ça qu'on essaye aujourd'hui de mettre en avant, mais dans l'ensemble des villes, il n'y a pas qu'à Lyon que ça se passe comme ça. Le regard des femmes est important, et donc je trouve qu'il faut quand même qu'on arrive à... alors c'est complexe, et il faut sortir de la vision binaire entre les hommes pensent ça, les femmes pensent ça, mais en tout cas arriver à mettre en avant cette spécificité, parce que ça en est une, et ça on ne le changera pas, mais pouvoir aussi faire en sorte que ce soit un regard positif de la perception et de la conception des femmes dans les politiques publiques. Et voilà, je trouve que c'est important, et c'est important quand même de le dire, notamment
notamment Oui, quand on est une femme et notamment quand on est élu aussi. Tout à fait, mais je peux que aller dans votre sens. Et d'ailleurs, ce qu'on peut aussi ajouter à cette approche genrée, en fait, des politiques publiques, qui est fondamentale, qui manque aussi à certaines femmes, au demeurant, voilà, faut aussi le dire, c'est que très souvent, les combats pour les droits des femmes au sein des institutions politiques ont été menés par des femmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi pour ça qu'il faut plus de personnes racisées, parce qu'on sait très bien que qui s'intéresse au sort des personnes racisées, eh bien ce sont les personnes racisées. Et d'ailleurs, on a besoin de leur expérience pour pouvoir effectivement mettre en place des politiques publiques. Même chose pour les minorités de genre et toutes les personnes, je parle aussi des personnes en situation de handicap, etc. Je pense qu'il est important aussi de donner la parole aux personnes concernées lorsqu'il s'agit notamment de légiférer sur leur quotidien. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous avez vu quelqu'un? Il y a une politologue française, Réjeanne Sénac, qui dit qu'on peut demander soit l'égalité avec condition, sous condition, pardon. Et donc là, on va parler de les femmes qui vont apporter quelque chose de différent, justement, dans la complémentarité. Et elle dit aussi l'égalité sans condition. Et moi, ça me parle beaucoup plus, dans le sens où elles ne sont pas obligées de venir en ayant un point de vue dit féminin ou voilà, avec une vision différente. Elles ne sont pas obligées d'apporter quelque chose qui va... Enfin, voilà. Et juste, je voulais aussi vous demander... dans le milieu du sport, qui ressemble un peu au milieu de la politique au niveau des discriminations pour les femmes, il y a des associations, il y a des groupes, il y a des militantes qui s'engagent. Je pense au Canada à Égal Sport qui crée des stages pour justement pousser les femmes à être dirigeantes, à prendre des responsabilités, à s'engager. Est-ce que dans la politique il existe des dispositifs? Parce qu'il y a eu une question avant sur les solutions. Est-ce qu'il y a des mises en place, voilà, de choses pour aider à prendre des responsabilités, à s'engager plus loin, etc. Oui, tout à fait. Il y a des initiatives locales, surtout. Il y a pas mal d'associations d'élus au niveau local qui mettent en place aussi du mentorat, du coaching, etc. Et puis il y a Popol aussi, parce que c'est un peu Popol, c'est son média. Voilà, faut bien que je fasse un peu de pub, qui est effectivement, l'objectif c'était de rappeler aux femmes et aux minorités de genre que la politique c'est aussi leur affaire et que il faut y aller quoi. Et qu'on est toutes et tous légitimes à avoir un avis sur ce qui nous concerne au quotidien. Et qu'il faut qu'on soit, dans la mesure du possible, éclairé et actif, et que c'est pas que l'affaire de celles et ceux à qui on a remis un mandat, etc. Ce que j'ai fait... Non, vous touchiez les cheveux, en fait, juste les cheveux. Ils sont très bien, vos cheveux. Je les adore. Je veux les mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, madame, je vous avais pas vu. Merci de votre présence et merci monsieur pour ce documentaire. Il m'a peut-être manqué dans le documentaire, mais ça n'a rien d'une critique, c'est plus un regard. Justement, la réponse politique en face. J'ai l'impression d'avoir vu un côté, mais de pas. J'ai envie de dire l'épisode 2, la réponse ou comment il se positionne en face. Ceux à qui ça s'adresse. Pardon? Vous voulez dire côté éducation nationale? Oui, la réponse en fait, ou la parole en face. C'est une politique de... Ouais, d'accord. On sera là pour le deuxième épisode de la série. Et je vais peut-être poser une question ultra basique, mais moi je ne comprends pas. J'ai beau réfléchir dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi ça... Alors, je le comprends, pourquoi ça perdure, cette domination? J'entends bien qu'il y a des bénéfices immédiats. On met au service de... Très bien, on a des gains immédiats. Mais tous ces gens étant en capacité de réfléchir, ils savent aussi qu'il y a des gains... D'accord. Il y a des gains à faire ensemble. Donc, pourquoi c'est à ce point résistant? Alors, celles et ceux, et surtout ceux qui sont en place, sont les plus privilégiés de notre société aujourd'hui, parmi les plus privilégiés.
Du coup, sauf si on leur tord un peu le bras, on imagine bien qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à changer les choses, parce que dans leur situation, ils sont plutôt bien. Deuxième réponse, enfin, deuxième axe de réponse, ils font tout, évidemment, pour que ça reste les seuls à décider. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire des lois sur la parité, de forcer à ce qu'il y ait davantage de femmes en politique, etc., etc. On voit bien qu'à partir du moment où on essaie de bousculer un peu leurs habitudes et leur quotidien, ça déplaît. J'ai des exemples assez concrets dans le livre que j'ai écrit. Pour le livre dont vous parlez, Romain, tout à l'heure, j'ai rencontré près d'une 60aine de femmes engagées en politique, vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire, voilà, merci, au niveau municipal, au niveau national, ancienne première ministre, ministre, député, élu local, étudiants, étudiantes, enfin étudiantes en l'occurrence du coup, membres d'associations étudiantes, etc. Enfin vraiment plein de niveaux. Et ce qui ressort, c'est que quand ces femmes débarquent, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas au bon endroit. Et qu'il faut vraiment qu'elles se battent, en fait, pour se faire cette place. Et non seulement c'est difficile pour elles d'y accéder, mais en plus de ça, c'est difficile de s'y maintenir. Parce que tous les coups sont permis. Le monde politique est tellement organisé entre celles et ceux qui arrivent à s'organiser et qui ont les moyens de s'organiser à travers du réseau, à travers... il y a plein de choses qui font que ça reste un monde difficilement pénétrable. Heureusement, les choses ont tendance à changer, mais beaucoup trop doucement, comme vous le faites remarquer. Et la question, moi, la seule réponse que je vois, c'est le système les sert, et ils peuvent se servir du système, puisque de toute façon, ce sont ceux qui dominent dans ce système. Donc, bien sûr, enfin, je veux dire, ils n'ont aucun intérêt à faire en sorte que les choses s'améliorent. Lorsque les lois sur la parité ont été votées donc par le précédent gouvernement socialiste, moi j'ai rencontré des élus qui étaient à l'œuvre pendant la réforme, notamment la sénatrice et ancienne ministre Laurence Rossignol, qui me disait que des membres de son propre parti, donc du Parti socialiste, des hommes, lui disaient « on va sacrifier des hommes ». Sacrifier des hommes. Imaginez quand même comment ils percevaient le fait que les femmes aient davantage de place, alors qu'à l'époque on était sur 12-13% à l'Assemblée nationale. C'était catastrophique. Ils étaient en majorité, ils étaient là à 78%, tranquilles. Et ils nous disaient, 88 pardon, je suis pas très bonne en maths, 87, 88, et ils nous disaient on va sacrifier des hommes. Alors vous imaginez un peu la mentalité, quoi, enfin, de là où on part. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et il y a un enjeu culturel, quoi, sociologique, évident. C'est-à-dire, pourquoi je devrais changer? Parce que finalement, moi, je suis pas si mal comme ça. Je veux dire, c'est comme quand vous rentrez le soir, un beau jour, admettons, et que vous dites à votre compagne ou compagnon, bon, ce soir, j'en ai marre, tu fais à bouffer et je fais pas la vaisselle. Ah ben, il va commencer à faire la gueule pendant quelques jours. Il va dire, ah bon, mais comment ça se fait? Je pense que c'est à peu près pareil, en fait, en politique. Le fait de changer les habitudes par la force, il y a des gens qui n'ont pas envie, en fait. Et ça crée de la résistance. Merci beaucoup. C'est pas bien. On va prendre peut-être une dernière question. J'avais vous les filles, juste pour finir, je me demande du coup, à l'entrée des écoles qui forment ces élites, est-ce qu'il y a une obligation de parité déjà? Non, mais théoriquement, enfin, il n'y a pas d'école qui forme à la politique, théoriquement. Bon, après, aujourd'hui, on voit bien que, effectivement, bon, après, c'est pas tant à l'Assemblée nationale, parce que pour le coup, la sociologie de l'Assemblée nationale a quand même pas mal changé ces dernières années. Mais on voit encore, bien sûr, dans les ministères, tout ce qui est directeur de cabinet, etc., les directeurs, hein, j'emploie le masculin, puisqu'ils sont majoritaires. Quand on regarde les directions de cabinet, il y a, je crois, 70% d'hommes, facile. Oui, effectivement, tous sont plus ou moins passés par les mêmes écoles. Il n'y a aucune obligation de parité. Non, ça c'est sûr. On va prendre une dernière question, puis après on continuera à échanger avec Léa et avec tous les autres autour d'un verre et puis autour de ces livres.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Monsieur Vincent, Monsieur le Président, le Lyon-la-Duchère, vous avez une question, je crois. Je vais tendre un micro. Plus pour compléter le propos de Léa quand elle faisait référence à Laurence Rossignol et aux élus à l'époque quand il y a eu la parité. Moi, à cette époque-là, je m'occupais de constituer des listes pour un parti politique. Et notamment pour les régionales de 2004, qui était l'une des premières élections paritaires. Je me souviens très bien que sur la liste du Rhône pour les régionales, où il y avait 44 places, donc 22 hommes, 22 femmes, j'avais reçu 360 candidatures hommes pour les 22 places hommes et 20 candidatures femmes pour les 22 places femmes. Donc au-delà de la résistance des hommes, il y avait aussi une intériorisation de la légitimité des femmes à se porter candidates. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a énormément évolué depuis, puisque c'est plus quelque chose qui se pose de la même manière. Donc cette loi était affreusement nécessaire. Ce qu'on ne retrouve pas d'ailleurs, par ailleurs, puisqu'on est un club de foot, on est très engagé et on a de nombreuses discussions avec les instances de football pour les faire évoluer. Aujourd'hui, un comité exécutif de la Fédération française de foot, c'est que des vieux hommes de plus de 65 ans, issus du monde professionnel. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. C'est à noter d'ailleurs que, par ta volonté, notre club est plutôt une exception dans le football français, vu qu'on a un comité de direction qui est parfaitement paritaire. Je crois qu'on est les seuls dans tout le football français d'ailleurs. Bravo. Ouais, bravo. Merci, du coup. J'espère que ça vous aura plu. Merci, et merci beaucoup pour... Merci à toi.